Cette minute de silence, je voudrais vous demander une fois de plus de prier pour le repos de l'âme de tous nos vaillants soldats qui tombent tous les jours sur le champ de l'honneur pour défendre l'intégrité de nos territoires, l'unité de notre pays et sa souveraineté. Je voudrais aussi que nous prions pour la mémoire de toutes les victimes civiles innocentes qui n'ont rien fait en réalité pour se retrouver dans cette tourmente. Que leur âme repose en paix. Notre pays traverse, je crois, l'une des périodes les plus difficiles, les plus critiques de son histoire contemporaine. Cette situation nous oblige, quelles que soient nos appartenances politiques, religieuses, régionales, ethniques, nous oblige donc à aller dans le sens de l'union sacrée de tous les Maliens pour sortir notre pays de cette situation, aller vers l'union de tous les Maliens autour des forces de défense et de sécurité. J'ai l'habitude de dire, et je le répéterai aussi longtemps que je prendrai la parole, que mon intime conviction, c'est que notre pays gagnera cette guerre contre le terrorisme. Il faut aussi se dire que toutes les grandes nations que nous connaissons aujourd'hui ont eu dans leur histoire des périodes dramatiques où la nation a été souvent vaincue, divisée, colonisée, humiliée souvent. Certains même ont failli disparaître. Mais grâce à la détermination de leurs citoyens et au leadership d'un certain nombre de patriotes qui ont pu remobiliser la nation autour de l'essentiel, ils ont pu redresser leur pays. Je suis certain et je crois que cette transition sera le point de départ pour poser les bases de la fondation de Mali nouveau. Je voudrais saluer ici, de façon particulière, les représentants du président de la transition et du président du Conseil national de transition, qui sont dans notre délégation. Ils ont souhaité, malgré le travail que le gouvernement fait, avoir avec nous des émissaires pour, en cas de besoin, échanger aussi avec vous et surtout vous dire qu'ils n'ont d'autres soucis, les deux institutions, le président de la transition, le président du Conseil national de transition et le gouvernement n'ont d'autres soucis aujourd'hui que de restaurer la dignité du Mali. Comme le disent les Bamana, Kamali Dambé Ségué Ama. Je voudrais aussi vous dire que cette rencontre n'est pas une simple formalité. C'est une obligation, une ardente obligation politique. Le président de la transition a toujours demandé aux autorités maliennes, tant que le temps leur permet, ou les circonstances,
partout où nous partons voir les autorités partenaires, d'échanger avec vous, vous écouter, entendre vos préoccupations, mais surtout vous donner des nouvelles du pays. Où est-ce que nous en sommes dans la transition aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Quels sont les sujets de compréhension et souvent d'incompréhension avec nos partenaires, pour qu'on vous les explique très bien. J'ai entendu dans le discours du représentant des Maliens de Mauritanie tout de suite l'appel à avoir un bon cadre de coopération avec les partenaires. Je crois que c'est une façon indirecte de nous dire qu'ils veulent avoir des explications sur ce qui se passe entre nous et nos partenaires. Je voudrais vous dire ceci, la transition malienne, je viens de l'expliquer à un chef d'État que j'ai rencontré tout de suite, elle a une particularité. Certes, c'est des officiers supérieurs de l'armée qui ont parachevé la lutte du peuple, mais en vérité, ce n'est pas un coup d'État classique. On a beau expliquer, il y a des difficultés à faire passer ce message. Les militaires ne sont pas sortis des casernes comme ça pour venir prendre le pouvoir. Les militaires sont intervenus à un moment pour éviter la poursuite du chaos dans notre pays, pour éviter un bain de sang entre les citoyens. Il y avait eu déjà trop de morts, trop de divisions. Il y avait des risques de désordre et de chaos au niveau de la capitale même, sans tenir compte de la situation générale de notre pays. Une fois intervenu, les questions auxquelles il fallait donner des réponses, c'est de se dire quelles sont les revendications du peuple qui ont motivé le soulèvement. De façon globale, il y en a 5. Tout le travail de la transition est dédié à donner satisfaction à ces 5 revendications. Ce sont lesquelles? Vous vous souviendrez que notre pays, depuis plus de 10 ans, est dans une situation sécuritaire, une situation de crise qu'on appelle communément multidimensionnelle. En 2012, on parlait de rébellion au nord. En 2020, on parlait de terrorisme qui avait envahi pratiquement de 70 à 80% du territoire national. Et il n'y avait pas de perspective d'en sortir. Une grande partie des Maliens est arrivée à la conclusion que si on ne change pas la façon de gérer le pays, non seulement le Mali va continuer à être le ventre mou de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a les risques même de disparition de la nation, de sa dislocation. Donc les Maliens ont exigé une amélioration, une restauration de la sécurité, afin d'ouvrir des perspectives pour mettre en œuvre les autres projets à caractère politique, économique et social. Donc, amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. La deuxième revendication du peuple, c'est que pendant le soulèvement, il y a des citoyens qui ont perdu leur vie. Une partie des forces armées de sécurité a été distraite de sa mission pour être utilisée contre une partie du peuple. Les Maliens ont exigé que la lumière soit faite. Personne ne peut pas, à travers ces actions, ternir l'image de nos forces armées de sécurité, comme si elles sont contre le peuple dont elles sont issues. Il fallait donc ouvrir des enquêtes pour clarifier
comment cela est intervenu. Parce que nous savons très bien que les agents des forces armées de sécurité ne peuvent pas se lever sans une instruction politique derrière pour être utilisés à aller tirer sur des citoyens dans des mosquées. Donc le peuple dit, je veux savoir comment cela est arrivé, qui est derrière, qui a donné l'ordre. Deuxième revendication. La troisième revendication, vous savez que les grands problèmes que notre pays a, c'est l'impunité et la corruption. L'impunité, c'est que les Maliens ont le sentiment que violer la loi, porter atteinte à l'honneur et à la vie des citoyens, ou bien public, était devenu une affaire banale qu'on peut faire sans conséquence. Il y a eu des disparitions forcées dans notre pays. Des citoyens ont disparu simplement parce qu'ils ont dit des choses qui ne plaisent pas à certaines personnes. Le sentiment général chez la population, c'est que l'essentiel des moyens de l'État mis à la disposition pour développer le pays dans les secteurs socio-économiques, mais surtout dans le secteur de la défense, n'ont pas été utilisés à bon escient. Et donc, le peuple exige, troisième revendication, la lutte contre la corruption et l'impunité. La quatrième revendication, ce n'est pas dans l'ordre, mais je les cite de mémoire, c'est que les crises politiques successives sont le résultat d'absence de réformes. Entre autres, ce n'est pas la seule raison. Comme un de mes interlocuteurs vient de me dire, ce n'est pas les tests qui font les hommes vertueux. Mais il faut aussi des tests pour encadrer les règles sur lesquelles on s'entend dans la société. Depuis 20 ans, la société malienne, toutes les forces vives réunies, demandent de faire des élections transparentes, les moins contestées possibles, minimiser les risques de contestation des élections. Vous vous souviendrez, en 1997 déjà, le deuxième mandat du président a été contesté, avec des morts, des emprisonnements. Pendant 5 ans, le président était là, contesté par une partie de l'opinion publique. Des leaders politiques emprisonnés, même des figures emblématiques, comme les pionniers de l'indépendance, Père Sonam Sédou Badian Kouyaté, qui a écrit l'hymne national, on l'a arrêté et emprisonné à cause de la contestation des résultats des élections. Cette année, la goutte d'eau qui a fait déborder les barres, le processus insurrectionnel est parti d'où? Des élections législatives de mars-avril 2020. La contestation des élections a conduit à un mouvement général qui a pratiquement amené à la chute du régime. Donc les Maliens disent plus jamais ça. Faisons en sorte de minimiser les risques de contestation des élections. Et donc, mettons un organe unique indépendant pour organiser les élections. C'est une revendication qui date de 2002. Ça fait bientôt 20 ans. Chaque régime qui vient, chaque président qui vient, le garde sous la main jusqu'à la fin de son mandat. Il veut le réaliser à la fin de son mandat. Malheureusement, la fin du mandat ne s'est pas terminée comme le président l'a souhaité. Et donc, les Maliens disent, faisons en sorte que cette transition soit mise à profit pour mettre en place cet organe. Et enfin, la cinquième revendication, c'est le besoin de réformes politiques et institutionnelles. Notre constitution date de bientôt 30 ans. Depuis 2000, les différents présidents ont essayé de changer la constitution, d'amener des modifications. Ça n'a pas marché pour diverses raisons. La loi électorale, la charte des partis politiques
et d'autres dispositions législatives et réglementaires pour organiser notre société et renforcer le processus démocratique. Ça sont les réformes politiques et institutionnelles. Voici les 5 revendications du peuple qui ont été portées par un vaste mouvement populaire composé de partis politiques, d'associations, de syndicats, de la société civile, qui a été appelé le M5-RFP. Donc, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelait la rectification de la transition, le 24 mai 2021, le gouvernement s'est fixé comme objectif de revenir aux fondamentaux, mettre en œuvre les 5 revendications autour desquelles le peuple s'est mobilisé. Et donc, faire tous les efforts, tous les sacrifices nécessaires pour mettre les forces armées de sécurité dans les conditions optimales pour restaurer l'intégrité de notre territoire, assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est une œuvre de longue haleine. On ne peut pas la terminer sous la transition, mais il faut donner l'élan. La deuxième chose, c'est de la lutte contre l'impunité et la corruption. Faire la lumière sur les disparitions forcées, faire la lumière sur les tueries de 10, 11, 2 juillet 2020 et faire la lumière sur les grands crimes économiques supposés. Dans la conscience collective, il y a des détournements massifs des biens de l'État, il faut éclaircir, notamment dans le domaine de la sécurité, dans le domaine social. Tous ces dossiers sont en voie de traitement aujourd'hui. C'est à partir du 24 mai, à partir de la rectification de la transition, lorsque le président Assimi Goïta a été reconnu par la Cour constitutionnelle et investi par la Cour suprême, que ces dossiers ont commencé à bouger. Vous avez l'organe unique chargé des élections. Comme je dis, ce n'est pas pour qu'il n'y ait plus de contestation, c'est difficile d'en avoir, mais minimiser les risques de contestation des élections. Aujourd'hui, la loi électorale qui institue cet organe a été adoptée par le gouvernement, c'est sur la table du CNT pour examen et adoption. Troisième revendication, prise en charge. La quatrième, ce sont les réformes politiques et institutionnelles dont le schéma a été élaboré. Mais ces réformes, le gouvernement a décidé, le président a demandé que les débats se fassent à la base, comme ça avait été souhaité avant le changement de régime. C'est ce qu'on appelle les assises nationales de la refondation. De quel type d'État les Maliens veulent? Quelles sont les pratiques dont les Maliens ne veulent plus? Quelle orientation veulent-ils donner au Malikoura? Sur quelle base ils veulent le reconstruire? Ce sont donc les assises nationales de la refondation. Donc, c'est la mise en œuvre de ces 5 revendications du peuple qui constituent l'ossature de l'action gouvernementale. Bien entendu, on ne peut pas arrêter l'action d'un gouvernement à ça. Les citoyens doivent étudier, doivent se nourrir, doivent se soigner, doivent se déplacer, doivent entreprendre. Ça, c'est tous les secteurs. Mais les secteurs à partir desquels, les actions à partir desquelles la transition va être jugée, c'est a-t-elle pu, oui ou non, mettre en œuvre les revendications qui étaient à la base du soulèvement. C'est à ça que nous nous attachons aujourd'hui. Bien entendu, dans ce processus, il y a des incompréhensions souvent. Parce qu'au niveau des partenaires, la transition se ramène aux élections. Il faut organiser les élections. Ce que nous disons, c'est que si on ne fait pas attention, si on fait les élections pour les élections, on a un président qui a été renversé en 2012 parce que une partie des citoyens, notamment au niveau de l'armée, il y a eu un soulèvement pour l'accuser de ne pas pouvoir assurer la sécurité des citoyens, assumer sa mission de chef suprême des armées. Moi, je ne parle pas de jugement, mais c'est ce qui a été dit. En 2020,
Le président a été renversé, pourquoi? Le peuple s'est soulevé, pourquoi? Il ne les considérait pas capables d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. On avait l'habitude de donner des indices en disant que quand il arrivait au pouvoir, l'insécurité était résiduelle, c'était à Kidal. En 2020, on avait 75 à 80% du territoire qui était atteint. Et le deuxième reproche qu'on lui faisait, c'est l'impunité de la corruption, les disparitions forcées des citoyens, les détournements à grande échelle. Donc, le peuple s'est soulevé en l'accusant d'incapacité à gérer la défense et la sécurité des citoyens et de corruption. Et donc, si on va juste pour organiser les élections tout de suite, sans s'attaquer aux 5 revendications majeures qui ont mobilisé le peuple, on fait les élections, on installe un président. 6 mois après, la population et les militaires vont se révolter encore. Parce qu'on n'aura pas tiré les leçons, en quelque sorte. On a ramené tout le processus à des simples élections. On n'aura pas engagé la lutte contre la corruption. Le sentiment d'impunité va continuer. On n'aura pas éclairci pourquoi des hommes politiques sont allés soustraire une partie des forces spéciales antiterroristes qui n'ont pas vocation au maintien d'ordre. Le maintien d'ordre, il y a des forces destinées au maintien d'ordre. Vous savez, la police, la gendarmerie, qui sont débordés, peut-être la garde et même l'armée, mais pas les forces spéciales. Elles ont été conçues pour lutter contre le terrorisme. Mais on ne peut pas les utiliser dans une ville où il y a les forces classiques de maintien d'ordre, comme ça a été fait à Sikasso. Des véhicules remplis de forces spéciales débarquent à Sikasso et tuent les populations. À Bamako, pendant 3 jours, ils tirent sur les populations, alors qu'il y a les forces classiques de maintien d'ordre. Si on n'éclaircit pas ça, il n'y a aucune garantie que notre pouvoir politique ne le fera pas. Vous avez la lutte contre l'impunité, ce sentiment que les Maliens ont, que les hommes politiques ou les gens, une fois installés au pouvoir, font ce qu'ils veulent. Ils peuvent éliminer des personnes, ils peuvent détourner l'argent de l'armée, ils peuvent détourner tout, même en période de guerre. Si les citoyens n'ont pas le sentiment que justice leur est rendue, qu'est-ce qui va arriver? Mais un jour ou l'autre, les gens vont se rendre justice. Et ça va être le chaos et la jungle dans le pays. Les réformes, c'est la même chose. Si on ne crée pas les conditions de minimisation des comptations des élections, on va continuer à dire, on attend les élections, on amasse beaucoup d'argent, on arrive, on achète les gens, et on a une institution au sommet qui fait ce que le pouvoir fait. Et donc, ce que nous voulons, ce que la transition veut, c'est qu'on n'amène pas la transition à des simples élections, mais qu'on fasse les réformes de fond. Et qu'à la fin de ce processus, le calendrier de la transition, c'est le chronogramme, c'est le chronogramme qui est nécessaire pour réaliser ces réformes. Les résultats, on ne les verra pas tous, parce qu'il y a des réformes qui demandent 2, 3, 4, 5, même 10 ans et plus. Mais tout ce qui peut être fait à court terme pour redonner confiance aux Maliens, nous nous attachons à le réaliser. C'est les seuls éléments qui déterminent le chronogramme de la transition. Il n'y a pas autre chose. Et donc aujourd'hui, il y a le débat entre ceux qui pensent que la transition doit se ramener aux élections et ceux qui pensent qu'avant les élections, il faut faire le minimum de réformes nécessaires pour garantir la stabilité du régime après les élections. C'est ce choix que le gouvernement a fait. Une partie de la communauté internationale n'est pas d'accord. Donc nous sommes dans des discussions, nous sommes dans des négociations. Notre ministre des Affaires étrangères bouge, le président envoie des émissaires partout et nous n'allons pas cesser, ne cessera jamais de parler avec nos partenaires. Parce que comme vous avez dit, on n'est pas un îlot dans le monde. Tout est interlié aujourd'hui. Mais on a la responsabilité du destin de notre pays. Les pressions extérieures ou l'appréciation de l'extérieur, si ça devait suffire. Mais le Mali a été cité en exemple pendant 30 ans en Afrique. On dit que c'est le modèle de démocratie. Mais est-ce que si ce modèle devait aboutir à ce qu'on a vu hier à Bandiagara, qu'on tue des gens en masse, que le terrorisme s'étende, la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Donc,
Pourtant, l'extérieur a continué à dire que tout est bien au Mali jusqu'à la chute du régime. Toutes les autorités extérieures que nous rencontrons, les ambassadeurs, les chefs d'État, ils disent non, on n'est pas d'accord avec le renversement du régime. Mais nous avons l'habitude même de dire à des chefs de délégation, mais dans votre pays, est-ce que vous croyez qu'en période de guerre, si vous avez les preuves qu'il y a une élite qui détourne les moyens destinés à votre défense et votre sécurité, au point qu'on enterre les soldats qui meurent sur le front dans des fosses communes, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre leur corps et leur accorder une sépulture digne du champ d'honneur, alors que les moyens ont été dégagés par le peuple. Parce que je rappelle qu'en 2013, à la fin de la transition de 2013, la loi d'orientation et de programmation militaire a été évaluée à 400 milliards de francs CFA pour mettre l'armée dans les minimums de conditions pour qu'elle assume sa mission. Le nouveau gouvernement arrivé l'a multiplié par 3. On est allé à 1230 milliards. Même l'opposition a voté. Des deux mains, personne n'a eu à redire. Tellement les Maliens avaient souci de mettre leur armée dans les conditions. Quand on vient vous dire après que des militaires meurent sur le champ de bataille, on ne peut même pas transporter leurs corps pour les enterrer. Les moyens ont été dégagés pour acheter les équipements. Ça a été subtilisé. J'ai dit à des ambassadeurs des pays, vous voulez qu'on s'éteigne sur ça? Dans votre pays, vous ne l'aurez pas accepté. Vous n'aurez jamais dit que le régime est démocratique, donc il faut le laisser. Et il y a eu des pays où il y a des insurrections populaires. On fait partie des régimes, personne n'a trouvé à redire, on les a même soutenus. Mais au Mali, c'est la pression, les sanctions, l'embargo. Il faut faire les élections à tout prix. Nous disons que les élections, on va les tenir. C'est pourquoi on est en train de s'expliquer. Parce que l'autre caractéristique de cette transition, c'est important, j'insiste là-dessus peut-être avant de sortir de ce débat, c'est que chaque fois que les régimes politiques ont changé dans le monde entier, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit à l'issue d'une élection, d'une insurrection, d'un coup d'État classique, d'une succession dynastique, la nouvelle équipe qui arrive au pouvoir, c'est elle qui détermine les orientations et les objectifs du nouveau régime. Mais au Mali, on se trouve dans une situation où la polémique aujourd'hui, le débat aujourd'hui, c'est entre qui et qui? Entre l'ancienne majorité présidentielle, qui a perdu le pouvoir à la suite du soulèvement populaire, et ceux qui estiment qu'il faut faire ces réformes-là avant les élections. Les partis de l'ancienne majorité disent on fait les élections tout de suite parce que la communauté internationale le demande. L'autre composante dit non, les élections, ce n'est pas une fin en soi. Faisons une élection après avoir pris en compte les préoccupations du peuple. Le président de la transition dit mettez balle à terre, discutez, je veux une transition inclusive. Parce qu'ailleurs, les courants relevant de l'ancienne majorité, non seulement ils ne déterminent pas l'orientation du nouveau pouvoir, mais il y a même des artifices qui sont faits pour les neutraliser, les écarter du jeu politique. Au Mali, on dit on ne fait pas ça. Le président dit non, on a fait ça suffisamment dans notre histoire récente. Chaque fois que les régimes ont changé, on a mis les gens en dehors du jeu. Ça n'a pas fait avancer le pays. Donc, donnons-nous la main, allons vers les réformes. C'est pour cela que vous avez remarqué récemment, le président a dit, le Premier ministre a travaillé, le gouvernement a travaillé, maintenant je suis le chef de l'État, je reprends la main maintenant. Il a appelé séparément tous les groupes politiques pour discuter avec eux. À la fin, il a organisé une rencontre commune où il a donné son sentiment à l'ensemble de la classe politique, qui se résume à ceci. Je suis le chef de l'État aujourd'hui. J'ai la destinée, la conduite du pays. Ce que je vous demande, quelles que soient vos appartenances politiques, quel que soit ce que vous pouvez reprocher à la transition, je vous demande qu'on se donne la main
qu'on fasse l'union sacrée pour sortir notre pays de la situation actuelle. Allons-y aux assises, faisons les réformes ensemble, donnons-nous la main, on associe tous les Maliens aux réformes. Personne ne sera exclu. Ça, c'est son dernier message. Ça aussi, c'est une spécificité de notre transition. Il y a un pays voisin où le régime a changé. Au niveau de l'armée, tous les généraux ont été mis à la retraite. Les anciens ministres, les anciens députés, lorsqu'ils ont commencé à contester les mesures prises par le régime, le chef de l'État les a convoqués tous en une journée. Et il leur a dit qu'il ne veut plus entendre parler de contestation de la ligne de la transition. Que ceux qui le font, c'est les gens de l'ancien régime et qu'il ne le tolérera pas. Et la séance a été levée 5 minutes. Il n'y a plus de bourdonnement. On dit là-bas que tout le monde est d'accord sur la transition. Notre président a adopté, chaque président juge nécessaire ce qu'il pense suivant sa vision. Le président de la transition au Mali a dit, moi, ma méthode, c'est d'appeler tout le monde. Je vais continuer à appeler tout le monde. Jusqu'à ce que, pour une raison ou une autre, quelqu'un refuse de s'associer au processus de transition. Mais moi, je n'exclus personne. C'est sa voix. On est au Mali, chacun a sa spécificité. Donc nous travaillons à réaliser ce choix de l'inclusivité du président. C'est ce qui a retardé le processus des assises. Sinon, si c'était seulement ceux qui étaient d'accord sur les conditions du changement, on aurait pu faire les assises depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet. Mais c'est la recherche du consensus le plus large possible qui nous a amenés jusqu'en décembre. Maintenant, le calendrier des assises a été fixé. Elle commence au niveau des communes le 11-12 décembre, en passant par les cercles, les régions, et nous finissons, je crois, le 27, 28, 29 décembre. Au sortir des assises, qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat premier? Les Maliens, après avoir mis dans la balance tous les éléments dont je venais de vous parler, qui déterminent la réussite de la transition, vont dire nous avons besoin de tel nombre de mois, de semaines pour poser des actes et rendre irréversible le processus de transition. Parce qu'il ne sert à rien de faire tout cela et qu'à la fin de la transition, on retourne en arrière. Il faut rendre irréversible le processus du changement. Ce qu'on appelle le Malikoura. On pose les fondations, il faut rendre irréversible le processus de construction de ce Malikoura. Donc les conditions qu'il faut, on les détermine. Après les débats entre Maliens, et les Maliens ensemble décident des réformes qu'il leur faut, et les techniciens auxquels ils confient cette mission disent nous avons besoin de tel temps pour finir la transition. C'est avec ce temps que nous irons vers nos partenaires. Voilà notre démarche. Elle n'est pas partagée par tout le monde, parce que, comme on dit, il n'y a pas d'unanimité dans la vie. Il y a les consensus, mais l'unanimité n'existe pas. Comme dirait l'autre, même Dieu qui a créé les hommes, il y en a qui le contestent. J'ai pris tout ce temps pour vous expliquer, parce que vous êtes loin du pays, souvent vous voyez que c'est les messages qu'il y a sur les réseaux sociaux, les attaques, les contre-attaques, mais c'est ça la substance. Nous ne voulons, en tout cas la volonté du président de la transition du gouvernement, c'est qu'aucun Malien ne soit exclu, quel que soit son bord politique, avant le 18 août. Voilà le message que je tenais à vous faire passer en tant que chef du gouvernement, messager du président de la transition. Les chefs d'État que j'aurai l'honneur de rencontrer, j'ai déjà rencontré un chef d'État, il m'a fait l'honneur de me recevoir. Je l'ai expliqué. Ils ont leur vision, mais c'était bon qu'on explique. Tout ce que je vais rencontrer ici, je leur expliquerai. Ça, c'est le message du président de la transition, plus ses salutations. Nous restons chevillés aux intérêts supérieurs du peuple malien et à la pose des fondations solides du changement dans notre pays. Voilà notre démarche et nous savons que ça ne peut pas réussir, quelle que soit la bonne volonté des autorités, sans le soutien du peuple, sans le soutien de son armée, ça ne peut pas réussir. C'est pour cela que nous faisons ce travail d'explication
pédagogique pour que le maximum de citoyens comprennent et adhèrent à cette démarche. Parce que quelle que soit la justesse de nos motivations, si la majorité du peuple n'adhère pas, ça n'a pas de sens. Parce que c'est en son nom et pour son compte que ces changements se font. Voici les messages que je voudrais vous faire passer. Par rapport maintenant à vos préoccupations, vous avez tenu à le dire à Mbamanaka, ce n'est pas parce que le Premier ministre ne comprend pas Bambara, j'ai compris que c'est pour parler entre nous. Donc les résultats aussi, je crois que je rendrai compte à qui de droit, et ça restera entre nous, on ne va pas en faire un sujet de débat, surtout que vous dites que, en tout cas en général, vous bénéficiez d'un haut niveau d'hospitalité de la part des autorités mauritaniennes. Il faudra féliciter. Et je pense que partout où on est, les Maliens sont tous des ambassadeurs du Mali, quelle que soit la façon dont ils viennent. Indirectement, c'est des ambassadeurs. Donc notre première obligation, c'est de respecter les règles du pays d'accueil. Le reste, la vie est faite de difficultés. Même dans son propre pays, les difficultés ne finissent jamais. Et quand il y a les difficultés, l'essentiel, c'est de les prendre, les exposer effectivement à qui de droit et qu'on cherche les solutions. Sans les difficultés, le gouvernement n'a pas de sens d'ailleurs. Son rôle, c'est de régler les problèmes. Donc si un problème est posé, il est bon de le souligner, qu'on agisse sur les voies appropriées pour chercher des résultats. Vous avez dit votre soutien à la transition, à la réussite de la transition. Vous avez dit de transmettre au président vos salutations au nom de la communauté malienne. Ce sera fait. C'est un compte rendu écrit lui sera fait dès mardi de la mission et vos propos ressortiront de ce compte rendu. Il y a un compte rendu verbal qui sera fait dès notre arrivée et il y aura le compte rendu écrit pour l'histoire qui restera. Je pense que j'ai touché à l'essentiel de vos préoccupations. Pour le reste, priez pour le pays, soutenez, comme vous dites, la transition, la réussite des assises. Pour le reste, au niveau du gouvernement, du président de la transition, la détermination que nous avons aujourd'hui, je pense qu'elle a rarement été tenue dans l'histoire récente du Mali. L'agenda des assises est publié dans les réseaux. Je voulais juste rappeler que pour les Maliens de l'extérieur, les lieux de grande concentration des Maliens, c'est le 18 et 19 décembre que les débats doivent se tenir. Et nous avons décidé que les lieux de concentration des Maliens de l'extérieur, les camps de réfugiés et même les lieux où il y a les déplacés internes au Mali, eux aussi ils auront des délégués aux assises, n'est-ce pas? Pour que chaque Malien se retrouve dans les conclusions de ces assises. Après, ceux qui gouvernent verront comment ils vont les utiliser. C'est pourquoi nous parlons du caractère exécutoire des conclusions des assises. Parce que nous ne voulons pas comme ça soit au dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif est terminé. Les conclusions du dialogue ont été mises dans les tiroirs. Même le comité de suivi qu'on pouvait mettre même 30 minutes après n'a jamais été mis en place. C'est pour éviter ça que nous avons dit que les dialogues, les assises même vont prendre des dispositions pour rendre exécutoires les décisions. Donc le gouvernement de transition lui-même sera obligé d'exécuter tout ce qui est dans le court terme. Les moyens et les long termes seront transmis au gouvernement à venir. Certainement pour lesquels d'ailleurs on fait le gros du travail, parce qu'il y a des réformes qui vont imposer en disant que c'est le peuple qui les avait réclamées depuis les assises. S'il est élu de façon légitime, incontestable, il a ces réformes, il lui appartiendra d'avoir le courage et l'intelligence nécessaires pour faire ces réformes. Parce que sans les réformes, la société ne peut pas avancer. Et aux réformes, il y a toujours la résistance. Il y a toujours des forces qui vont s'opposer aux réformes, il faut pouvoir les faire passer. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'essentiel. Les deux ministres sont là. Je ne sais pas si vous avez des messages spécifiques à faire passer. Vous en avez? Dans les ministres.
Je crois qu'ils attendent demain pour parler avec les partenaires. On a une réunion du G5 Sahel, pour que vous sachiez pourquoi. Il y a une réunion du G5 Sahel organisée conjointement avec la Banque mondiale sur les questions d'éducation. C'est pour ça que nous sommes là. Le président de la transition étant très occupé actuellement, il m'a donc chargé de répondre à l'invitation de son homologue mauritanien. Et nous mettons à profit, comme je l'ai dit, pour continuer le travail pédagogique d'explication aux différents partenaires. Je viens de le faire avec un président d'un pays ami, demain je le ferai avec le président mauritanien et avec d'autres avant de retourner à Bamako. Parce que nous mettons à profit toutes les opportunités comme on le fait avec vous pour expliquer. C'est notre rôle aujourd'hui de faire la pédagogie. C'est les instructions que le président nous a données, même au niveau du Mali. Voilà les messages que je voulais vous faire passer. Vous remercier d'avoir patienté pendant 1 heure de temps. En fait, c'est un contretemps simplement parce qu'à 19h, au moment de